Eh ben, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation, Nicolas et Olivier. Et je suis particulièrement heureuse d'être là puisque j'ai eu aussi le plaisir de travailler avec Olivier dans le contexte national et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc voilà, je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui. Peut-être pour introduire ce sujet, il me semble important de se poser d'abord la question de finalement pourquoi on observe de plus en plus de crises sanitaires. C'est vrai que si je reprends par exemple l'année 2025, on a eu de la fièvre afteuse à Berlin, on a eu de la peste porcine africaine en Espagne, on a eu bien sûr la dermatose nodulaire contagieuse dans 3 États membres, l'IAHP bien évidemment, et en fait finalement, historiquement, on avait une crise sanitaire tous les 5-6 ans, voire tous les 10 ans, et aujourd'hui, malheureusement, on a une crise sanitaire qui impacte durablement les éleveurs et les filières quasiment tous les ans. Et donc finalement, il y a 2 éléments qui permettent d'expliquer pourquoi on a cette augmentation des crises sanitaires sur notre territoire. Alors le premier élément, c'est celui que j'ai appelé activité humaine, parce que finalement, ça va comprendre à la fois l'accroissement des échanges commerciaux, le tourisme, les transformations des paysages, les pratiques agricoles. Et finalement, ces différentes activités, elles favorisent l'introduction soit d'agents pathogènes, donc des virus, des bactéries, des espèces exotiques envahissantes, soit leurs vecteurs, donc des insectes, des tiques, dans un milieu où ils n'étaient historiquement pas présents. Et puis, bien sûr, le dérèglement climatique, qui se caractérise classiquement par une augmentation moyenne de la température et une multiplication des événements extrêmes, et qui, finalement, favorise l'adaptation de ces pathogènes ou de ces vecteurs en favorisant avec des conditions plutôt propices et moins rudes, en tout cas, qu'avant. Et donc finalement, ces 2 éléments favorisent les risques infectieux. C'est pour ça qu'on a plus de crises sanitaires, puisque ça va impacter d'une part la survie et la répartition des pathogènes, donc virus, bactéries, ou des vecteurs, les insectes, les tiques. Voilà, non, ça ne veut pas. Soit, je vais continuer sans ça pour l'instant, soit le comportement de la faune sauvage, parce que effectivement, avec une diminution des ressources, en fait, on observe des modifications des comportements des animaux sauvages qui vont avoir tendance à se rapprocher aussi des animaux domestiques et donc pouvoir aussi transmettre des maladies. On observe aussi, et c'est assez classiquement décrit, une modification du trajet migratoire de certains animaux, notamment des oiseaux sauvages. On l'observe, on l'objective très clairement, par exemple, pour les grues. Et donc, ça favorise aussi le contact avec les animaux domestiques. Alors, c'était pas pour se faire peur, mais juste sur cette diapositive, vous voyez que finalement, c'est ce que j'appelle ces vecteurs, donc ces insectes, ces tiques, peuvent transmettre un certain nombre de maladies, que ce soit donc au niveau des insectes, les stomox, donc les tans, les moucherons, ces fameux culicoïdes qui transmettent la FCO, les moustiques ou des tiques, un certain nombre de maladies. Certaines peuvent être zoonotiques, c'est-à-dire que certaines peuvent être transmissibles à l'homme. Vous le voyez, les tiques ont une diversité d'hôtes un peu plus large. En général, voilà, ruminants, chevaux et puis les êtres humains. Et donc, bien sûr, des maladies qu'on doit surveiller. Alors une fois qu'on a dit ça, et ça va être tout l'objet de cette table ronde, on peut se dire qu'on a quand même des solutions en élevage pour essayer de moins subir ces crises et de pouvoir finalement essayer de les maîtriser. Et là, on repart sur la base, en fait, des éléments de base, c'est-à-dire observer le comportement des animaux pour ajuster, pour isoler des animaux malades. Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, c'est Pascal, je crois, les introductions et les mélanges d'animaux, c'est toujours des facteurs de risque d'introduction de maladies. Aménager, bien sûr, aussi les bâtiments ou le pâturage, puisque le dérèglement climatique va aussi impacter le bien-être et provoquer du stress thermique.
Et puis, face aux maladies vectorielles, on peut essayer de limiter l'exposition des animaux à ces insectes ou ces tiques. Il y a un certain nombre de mesures qu'on appelle des mesures environnementales pour essayer de limiter l'exposition de nos animaux à ces vecteurs. On peut également essayer de modifier les paramètres favorables aux insectes piqueurs. Globalement, un insecte piqueur, il aime bien l'humidité, la matière organique et puis bien sûr le repas de sang pour ensuite aller pondre pour les femelles. Donc si on essaye de limiter en fait ces conditions propices, on peut réussir à limiter, encore une fois, pas l'annuler, mais limiter l'exposition de ces vecteurs aux animaux. Et puis bien sûr l'outil vaccinal quand il est disponible. Et puis ce sera ma dernière diapositive, bien sûr sur le moyen long terme. D'autres pistes aussi peuvent être réfléchies de façon collective. Bien sûr la recherche pour continuer peut-être à mieux comprendre aussi la biologie de ces vecteurs ou du comportement de la faune sauvage. Mieux comprendre aussi les leviers parce que pour limiter les impacts, on observe aujourd'hui une diversité d'impacts dans les cheptels qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Peut-être aussi s'appuyer sur des leviers génétiques. Il y a déjà des travaux qui sont en route pour avoir des animaux moins sensibles au stress thermique, plus résilients face aux maladies entre guillemets tropicales. Et puis aussi des réflexions autour de la relocalisation des filières d'engraissement, notamment pour les jeunes bovins. Donc finalement, peut-être pour introduire cette table ronde et puis avoir un fil rouge, je retiendrai ces trois verbes d'action: anticiper, maîtriser et surtout s'adapter. Et puis voilà, le petit QR code pour le site de GDS France où vous pouvez retrouver beaucoup de livrables, notamment sur la biosécurité et la prévention. Merci beaucoup, Christelle.